La Francothèque, le quartier français, nous sommes fiers de vous inviter à une conférence en ligne sur la Russe et les Russes dans la BD francophone. Permettez-moi de vous présenter Michel Debrenne, professeur à l'Université d'État de Novosibirsk, enseigne le FLE, la traduction franco-russe, ainsi que différents cours de civilisation française. Je vous remercie beaucoup de votre invitation et je suis très honorée de venir dans votre bibliothèque que je ne connais pas. Je connais assez mal Moscou, c'est assez rare que je vienne à Moscou et je n'ai jamais eu l'occasion de venir dans votre bibliothèque. Aujourd'hui, j'y suis virtuellement et peut-être un jour je viendrai en personne emprunter des livres dans votre bibliothèque. Alors, je me permets de vous présenter le résultat de ma recherche. C'est une recherche que je mène depuis un assez grand nombre d'années maintenant et je continue de plus en plus intensément à la faire. Cette année, j'espère qu'un livre va être publié avec des résultats de cette recherche, mais c'est une recherche qui continue. Je m'intéresse à la bande dessinée depuis toujours parce que je suis française et que les Françaises aiment la bande dessinée, mais l'idée d'étudier l'image de la Russie dans la bande dessinée francophone est apparue progressivement. Donc, nous allons parler de 4 choses différentes. Nous allons parler d'abord de quoi je parle, définir notre objet, qu'est-ce que c'est la bande dessinée sur la Russie, qu'est-ce que j'appelle bande dessinée sur la Russie. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que les auteurs de bande dessinée montrent visuellement, graphiquement, la Russie, comment ils font comprendre aux lecteurs que l'action se passe en Russie. Et ensuite, nous parlerons de ce qu'il y a dans le texte qui permet de marquer des éléments russes de cette bande dessinée. Et donc, enfin, nous parlerons de la langue russe, la présence de la langue russe et de la façon dont les auteurs de bande dessinée ont de montrer comment est-ce que peuvent collaborer, peuvent communiquer entre eux des personnages russes et français ou russes et anglophones, puisque cela arrive que ce ne soit pas vraiment seulement en France. Donc, vous allez voir beaucoup d'images. Ce sont des images qui sont tirées de bandes dessinées et à chaque fois, vous voyez le titre de la bande dessinée en bas. Je n'ai pas mis toute la référence, c'est beaucoup trop long, mais au minimum, vous avez le titre. Et si une bande dessinée vous a intéressé, vous pouvez toujours ensuite me demander plus de détails sur tel ou tel album de bande dessinée. Alors, la bande dessinée sur la Russie, ça a commencé en 1854 avec un livre de Gustave Doré qui n'était pas encore complètement selon les canons officiels, si j'ose dire, de la bande dessinée, mais qui a déjà présenté un certain nombre de caractéristiques. Gustave Doré est un artiste et un caricaturiste très célèbre du 19e siècle. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ce livre avait déjà certaines caractéristiques que nous allons retrouver par la suite. Par exemple, un caractère assez agressif et sanglant du titre. Vous voyez les gouttes de sang qui dégoulinent du mot Russie, qui donne tout de suite une idée assez inquiétante et assez hostile de cette image. Donc, l'image de la Russie dans la bande dessinée, cela existe depuis très longtemps. Mais bien sûr, la première véritable bande dessinée sur la Russie est apparue en 1929 avec les aventures de Tintin, au pays des Soviets. C'est le premier livre des aventures de Tintin et tout de suite, il est allé donc en Russie pour observer ce qui s'y passait. Vous voyez ici 2 éditions. Ça, c'est la première édition, vraiment la façon dont elle a été publiée après avoir été prépubliée en journal. Et ici, c'est une version colorisée, officielle, qui est sortie en 2017, très longtemps après la première version de 1929.
Alors, à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, à mars 2023, j'ai dans mon grand fichier, dans ma base de données, environ 400 titres de bande dessinée, et ce qui représente 600 albums, 600 livres, parce que certains titres sont en plusieurs tomes. Donc, on a le même titre avec tome 1, tome 2, tome 3, ou des épisodes qui ont des noms différents, mais le titre général est le même. Sur ces 600 albums, j'en ai environ 320, 325 sous forme de PDF ou de livres. Assez peu de livres, mais beaucoup de PDF, c'est-à-dire que l'étude que je fais, elle est sur les 600 couvertures et sur 300, dirons presque 350 PDF que j'ai en ma possession. Donc c'est quand même un très gros massif de données. Bien sûr, ce n'est pas comparable avec toutes les bandes dessinées en France, puisque on publie en moyenne 6000 nouveaux livres de bande dessinée par an. Donc, vous voyez que 600, ce n'est pas beaucoup. Sur 100 ans, c'est quand même beaucoup moins. Qu'est-ce que j'appelle bande dessinée? Oui, et pour préciser, en 2022, il y en a eu 21 qui ont été publiés, et déjà en 2023, nous ne sommes qu'au mois de mars, il y en a déjà 5 qui ont été publiés, qui ont trait à la Russie ou à des personnages russes. Vous voyez ici les couvertures de ces livres publiés en 2023. Et je souligne, pour ne pas qu'il y ait d'équivoque, que nous avons dans ces livres une image de la Russie très stable, parce que les derniers épisodes de la situation internationale ne peuvent pas encore être reflétés dans les livres de bande dessinée, parce que il faut au moins 2 ans, même parfois 3 ans, pour un auteur pour publier une bande dessinée. Ce n'est pas comme un livre, un roman que vous pouvez écrire en 3 mois et faire publier tout de suite. Une bande dessinée, c'est très long à faire. Donc, nous avons ici l'image de la Russie qui correspond au début des années 20, disons. Alors, il y a bien sûr différents types d'albums, des livres qu'on appelle les one-shot, c'est-à-dire un livre avec une histoire et qui ne se poursuit pas dans d'autres tomes. Vous avez sur la Russie, on peut avoir une série dans laquelle il y a un tome qui est consacré à la Russie, et puis les autres n'ont rien à voir avec la Russie. Et puis vous pouvez avoir aussi une série qui est entièrement consacrée à la Russie. Oui, vous n'ayez pas peur, j'ai le bras dans le plâtre. Je me suis cassé le bras, c'est pas grave. Vous avez les 3 possibilités dans les livres sur la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme genre? Il y a, pour moi, j'appelle bande dessinée sur la Russie ou les Russes, des livres dont l'action se passe en Russie ou en URSS, en Russie avant l'URSS ou en Russie actuelle. Donc c'est assez vaste comme période, comme localisation, ou des bandes dessinées dans lesquelles l'action se passe où vous voulez, mais il y a des personnages russes désignés comme russes, le lecteur comprend qu'il s'agit de personnages russes. Donc là, l'action se passe aux États-Unis, là aussi, en Allemagne, en Espagne, en France, encore aux États-Unis, en Italie. Et là, le plus intéressant, c'est aussi aux États-Unis, le personnage russe, c'est la mafia russe. Et on le voit sur le titre, sur la page de garde, sur la couverture, que il s'agit donc de la mafia russe.
Vous voyez une proportion de genres différents qui est représentée ici, avec une grande majorité de fiction historique, une fiction qui se base dans un contexte historique particulier. Vous avez donc, on va voir quelques-uns, des livres d'histoire, des livres documentaires, des biographies éventuellement, et notamment, par exemple, un livre très intéressant sur Politkovskaya et ce qu'elle a recherché, ce qu'elle a étudié dans la guerre en Tchétchénie, dans le Caucase. Vous avez des livres de fiction historique avec, par exemple, des livres sur la fin des Romanov et le personnage d'Anastasia qui est toujours très intéressant pour tout le monde. Et un sous-thème très présent dans les bandes dessinées de fiction, c'est la campagne de Russie de Napoléon et la retraite de Russie, donc la Bérésina, tout cela, ce sont des choses, il y a, là vous voyez un certain nombre de titres, il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y a une vingtaine de livres sur cette période de l'histoire de Napoléon, rien que sur cette période. Vous avez bien sûr des livres qui parlent d'espionnage, de corruption. Il y en a un petit peu dans différentes périodes. C'est quelque chose de tout à fait classique. Un exemple que j'aime particulièrement, c'est ce que l'on appelle la machination Voronov. C'est une histoire d'espionnage dans la Russie soviétique. C'est un épisode des personnages Black et Mortimer, qui sont des personnages classiques de la bande dessinée francophone. Vous avez toute autre sorte d'aventures. Aussi bien avec des pilotes d'essai, avec une histoire historique dans la Russie, avec des Russes blancs émigrés en France. Et un des classiques de des romans d'aventure, c'est le personnage de Corto Maltese, qui est un personnage très célèbre, un grand classique de la bande dessinée francophone, et il a un épisode en Sibérie. Donc vous avez deux versions, la version en noir et blanc et la version en couleur qui a été publiée en 1982. Un peu de livres fantastiques, donc de science-fiction. Vous imaginez bien sûr que la science-fiction, ce n'est pas en Russie, puisque c'est de la science-fiction, mais ou alors c'est quelque chose de fantasmé, ou alors c'est avec des personnages russes qui participent, par exemple, dans celui-là, station, je ne sais plus quoi, ce sont des personnages russes qui participent. Et il y a un petit nombre de bandes dessinées humoristiques, comiques. C'est pour ça qu'en russe, je ne parle jamais de comics et de comics. Je parle toujours de graphiические романы parce que il y a peu de livres comiques dans la bande dessinée russe consacrée à la Russie. Donc, vous avez aussi un certain nombre d'adaptations littéraires et de contes. C'est un grand domaine de la bande dessinée, et ce n'est pas simplement pour que les enfants puissent lire un livre sans lire le gros livre classique. C'est une autre façon de présenter l'histoire. Comme vous avez des films, vous avez des adaptations cinématographiques, vous avez des adaptations en bande dessinée. Et vous avez aussi bien de la littérature russe que de la littérature française sur la Russie qui peut être utilisée, présentée sous forme d'adaptation littéraire. Alors, donc ça, c'était la première partie. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Et c'est pour ça que dans la première partie, j'ai mis beaucoup de couvertures pour que vous ayez déjà
un certain nombre d'images dans vos yeux que nous allons maintenant essayer de classer. D'accord? Donc, nous allons analyser comment est-ce que les auteurs de bande dessinée montrent au lecteur que ça, c'est une histoire qui se passe en Russie. C'est assez net qu'il y a des caractéristiques assez vivantes. Alors là, ce n'est pas une couverture, mais tous les autres, nous allons les voir à la base de couverture de bande dessinée. Alors, la première chose qui frappe, c'est la présence de la neige. Il y a de la neige sur un très grand nombre de bandes dessinées, sur les couvertures, donc sur un quart des couvertures, il y a de la neige. Là où il neige, de la neige là où il ne neige pas. On ne sait pas si c'est une saison en hiver ou si ce n'est pas en hiver. Il y a de la neige. Et il y a de la neige quasiment dans tous les livres à l'intérieur. S'il n'y a pas de neige sur la couverture, vous ouvrez le livre, à la première page, vous avez de la neige. J'ai encore hier trouvé un nouveau livre et c'était exactement ça. Il n'y avait pas de neige sur la couverture. Il y en avait déjà sur la première page. C'est vraiment le grand classique qui représente la Russie. Et c'est même à tel point classique que vous avez une bande dessinée très récente. Vous voyez, Astérix et le Griffon, il est sorti le 21 octobre 2021. Ici, à gauche, vous avez la couverture de l'album telle qu'elle était prévue d'être publiée à l'origine. Donc ça, c'était la couverture, comme vous voyez, provisoire. L'histoire se passe pas en Russie, puisque la Russie n'existait pas à l'époque d'Astérix, mais en réalité sur le territoire de ce qui est maintenant le sud de la Russie. Donc les auteurs ont voulu faire comprendre au lecteur que c'était quand même la Russie, même si on ne le dit pas. Donc la couverture définitive, nous sommes dans la neige, alors que c'est quand même le sud de la Russie et qu'il n'y a pas forcément de la neige à cet endroit-là, d'accord? Mais Russie, donc neige, ça marche vraiment à tous les coups. Très peu de livres n'ont pas du tout de neige dans les pages. Jusqu'à présent, là je suis sûre pour ce livre-là, Vlad, c'est le premier tome, il y a beaucoup d'autres tomes. Dans les autres tomes, il y a de la neige parce qu'ils sont en Sibérie. Là, ils sont dans la région de Moscou la plupart du temps et il n'y a pas du tout de neige dans ce livre-là. Mais la plupart des autres, il y a de la neige. J'ai même demandé actuellement à des étudiants de vérifier dans tous les livres s'il y avait ou s'il n'y avait pas de neige, dans quel livre il n'y avait pas de neige pour avoir la possibilité de l'affirmer d'une façon sérieuse. Donc, à part la neige, qu'est-ce qu'il y a comme classique de la bande dessinée sur la Russie? C'est la couleur rouge. Vous avez beaucoup de couvertures qui sont très rouges. Le ciel est rouge, les lettres du titre sont rouges, le fond est rouge, un peu rosé, un peu orangé, mais très souvent vraiment très très rouge, comme vous voyez ici dans cette bande dessinée KGB, c'est vraiment très très rouge, d'accord? C'est du rouge très intense. D'autres choses qui sont des grands classiques, l'étoile à 5 branches. En plus, l'étoile à 5 branches, souvent, elle est rouge, d'accord? Donc, vous avez et la couleur rouge et l'étoile à 5 branches. Vous l'avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez ici, un peu partout. Parfois, elle est utilisée pour faire le point sur le i. Donc, c'est un grand classique de la bande dessinée. Une chose très amusante, vous avez des chapkas. La plupart des personnages portent des chapkas, donc même si ce n'est pas l'hiver, même si ce n'est pas la saison, vous avez des chapkas, vous avez cette chapka même dans le titre ici, et c'est vraiment très très souvent que vous avez, et même parfois vous avez cette chapka qui se combine avec autre chose. Vous pouvez avoir la chapka et l'étoile sur la chapka, donc ce sont des éléments qui se combinent les uns avec les autres. Des trains, beaucoup de trains
Alors, pas seulement sur les couvertures, mais beaucoup de trains, des transsibériens, mais pas seulement des transsibériens. C'est quelque chose de très prégnant dans l'inconscient collectif français, la Russie. Si on n'est pas à Moscou, il y a des trains. Pour aller d'un point à un autre, on prend le train. Très peu de voyages en avion, beaucoup de voyages en train. Vous l'avez constaté, je suis sûre, en voyant tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, ce sont en général des couvertures qui portent un message négatif, un message agressif. C'est quelque chose de violent. Il y a des morts, il y a du sang, il y a de l'agression. C'est aussi assez fréquent et on retrouve bien sûr de nouveau cette couleur rouge qui accompagne ce climat de violence. Et comme on le voit ici, les deux couvertures que je vous présente ici, ce sont des couvertures très récentes. Donc c'est pour vous montrer que cette image classique de la Russie, c'est une image qui continue à exister, qui se reproduit, qui continue, et notamment, donc ici, les deux, je crois, sont de 2021. On voit ici la couleur rouge, la neige, les chapkas, les étoiles rouges, les armes. Je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi la serpe et la faucille et le marteau, des habits chauds. On voit encore de la neige, donc ça vraiment c'est quelque chose. Le titre dit que c'est sur la Russie, mais ici le titre ne dit pas que c'est sur la Russie. V-Girls, l'œil du diable, ça ne parle pas de la Russie a priori, mais on voit bien quand on voit la couverture que il s'agit de la Russie ou de personnages russes au minimum. Alors qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les couvertures et qui est assez curieux qu'il n'y ait pas, parce que cela fait partie de l'image classique de la Russie dans les médias français, il n'y a pratiquement pas d'ours. C'est très étonnant parce que généralement, dans les journaux, etc., on associe l'idée de la Russie avec l'idée d'un ours. Presque pas, c'est les 5 seuls ours que j'ai trouvés. Sur 600 couvertures, il y en a en tout un tout petit peu plus parce que cet ours blanc, on le retrouve plusieurs fois, je crois sur 3 couvertures, parce que c'est une série. Et sinon, les autres ne sont pas, il n'y en a pas beaucoup. Ces 2 livres-là sont des livres fantastiques avec des ours inventés, des ours imaginaires, des personnages qui se transforment en ours. Là, c'est un grand classique de l'adaptation littéraire, Michel Strogoff, et comme vous le voyez, c'est une couverture très ancienne. Michel Strogoff a été adapté en bande dessinée 5 fois, et c'est la première, et c'est la seule où il y ait un ours sur la couverture. Les autres montrent tout à fait autre chose. Donc ça vraiment, c'est assez étonnant. Il n'y a pas d'ours, quasiment pas d'ours. Il n'y a presque pas de matrioshka. La matrioshka étant un élément très typique de l'image de la Russie, je n'ai que 2 couvertures dans lesquelles il y a des matrioshkas et encore 2 livres dans lesquels elle joue un certain rôle, mais c'est tout. C'est vraiment très très peu sur toute cette grande quantité de livres sur la Russie. Pas de caviar, alors que la première chose qui vient à l'esprit d'un Français, c'est du caviar noir, la Russie, c'est là où il faut acheter du caviar. Dans la bande dessinée, pas de caviar sur les couvertures, c'est sûr. Un tout petit peu, les 2 seules indications que j'ai trouvées dans des livres. Un, c'est Tintin, donc en 1929, et celle-ci qui parle de Contrebande, qui est une bande dessinée récente. Pas beaucoup de vieilles mémées, de vieilles grand-mères moches, pas jolies. Pourtant, c'est une image caricaturale de la Russie assez fréquente. On n'en trouve pas beaucoup. Et on ne trouve pas beaucoup non plus de vieilles voitures en mauvais état, de mauvaise qualité, etc. Ce n'est pas des choses que l'on trouve dans les bandes dessinées. On les trouve dans les journaux, on les trouve dans les romans, on les trouve dans les films, mais pas dans la bande dessinée. En tout cas, je peux l'affirmer parce que je suis sûre que j'ai trouvé
99% des bandes dessinées sur la Russie, les bandes dessinées françaises sur la Russie. Je ne crois pas que j'en ai raté. J'ai vraiment très, très, très bien cherché. Et je ne pense pas qu'il me manque vraiment beaucoup de bandes dessinées sur la Russie maintenant. Alors, troisième aspect de notre étude, c'est comment est-ce que dans le texte, les auteurs montrent la présence de la Russie ou du russe. D'accord? Donc, on va le voir ici. On voit très bien sur cette image déjà des éléments que nous avons déjà rencontrés, la couleur rouge, le drapeau rouge, la faucille et le marteau, les étoiles, le froid, une chapka, et des inscriptions en russe qui sont en cyrillique, qui sont ajoutées par les auteurs. Il faut bien comprendre que il faut vraiment se mettre dans la tête que pour un lecteur français, le cyrillique est illisible. C'est difficile pour un lecteur russe de s'imaginer ça parce que vous ne réfléchissez pas quand vous voyez des lettres cyrilliques, et quand vous voyez des lettres en alphabet latin, vous n'avez pas non plus de problème pour le lire. Donc vous lisez couramment deux alphabets. Un lecteur français ne peut pas lire le cyrillique. Il reconnaît quelques lettres, mais il ne peut pas lire le cyrillique. C'est évident. Donc, l'utilisation de l'alphabet cyrillique, c'est une utilisation qui est un peu choquante, peut-être, on peut dire, pour le lecteur français. Alors, qu'est-ce que les auteurs utilisent pour nous montrer que, pour alimenter cette image de la Russie? Alors, il utilise bien sûr des noms propres. Tout le monde fait ça. Quand vous voulez faire un roman sur la Russie, vous allez utiliser, bien sûr, l'image de la Russie va être créée par l'utilisation des noms propres. Alors, vous allez utiliser des noms propres réels, normaux. Vous voyez ici, vous avez un Piotr, Maxime, Grigori, Anton Sergueïch, et des personnages historiques éventuellement. Donc ici, c'est les membres du Politburo à l'époque de la mort de Staline. Tout ça va très bien. Mais vous allez aussi trouver, et c'est très bizarre, moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi, vous allez aussi trouver des noms complètement inventés. Et on se demande pourquoi est-ce que les auteurs des livres ne se sont pas posé la question de savoir si c'était des noms possibles en russe. Ils fabriquent des noms, ils fabriquent des prénoms, ils fabriquent des patronymes, ils fabriquent des noms de famille, mais ils ne se posent pas la question est-ce que c'est possible en Russie d'avoir un personnage qui s'appelle comme ça. Par exemple, cette jeune fille qui s'appelle Sofalietta, c'est Sofochka такая, да? Bon, Sofalietta, c'est quand même assez bizarre. Il y a 9 livres, 9 épisodes de Sofalietta. C'est quand même assez curieux. Vous avez un monsieur Charianine, vous avez une Katia Miranovna, Miranovna, c'est son nom, Miranovna, hein, son nom de famille, ni отчество, familia. Hein. Un monsieur Igor Zolkov, je veux bien, Vladen Nishkov, bon, Vladen, c'est pas évident, Vladlen, je veux bien, mais Vladen, c'est déjà plus rare. Pardon. Vous avez monsieur Vassinsky, vous avez un monsieur Berezkov, ça c'est une imitation de Berezovski, mais il est un petit peu modifié. Ce qui est encore plus bizarre, c'est d'avoir une jeune fille qui s'appelle Yuria. J'ai aussi trouvé une jeune fille qui s'appelle Vanya et un jeune homme qui s'appelle Grusha. Un soldat qui s'appelle Grusha. Oui. Et ma préférée, c'est Anna Bonnaskayova. C'est un nom de famille, Bonnaskayova. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut dire ça en russe. Il y a aussi des noms de famille comiques, d'accord? Ça, c'est normal. Quand les auteurs, dans les bandes dessinées humoristiques, fabriquent des noms de famille en utilisant des mots français et en rajoutant in, of, yef, ski, ich pour faire à la russe. Là c'est normal.
Alors, vous avez par exemple le professeur laconique professeur, hein, Nicolas Laconique, c'est son nom, d'accord. Vous avez dans la même bande dessinée Spirou et Fantasio à Moscou, vous avez 3 personnages qui ont des noms magnifiques. Le chauffeur qui est mort actuellement et qui s'appelle Vapatrovitch, ne va pas trop vite, ni thérapie. Vous avez le comte Vlalarlev, вот и смена пришла. C'est un comte, un russe blanc qui veut faire une révolution. Et vous avez l'officier du KGB qui s'appelle colonel La fille de mes rêves. La fille de mes rêves, Девушка моей мечты. Vous voyez son nom de famille, La fille de mes rêves. Mon préféré, c'est tout de même, c'est le dernier que j'ai trouvé, c'est un monsieur qui lui aussi est du KGB, mais il est du KGB à la retraite, il est en France, vous voyez, il est bien tranquille, et il s'appelle Ivan Dlabibin Osuzov. Если это перевести с французского, это получается он продает, il vend, de la bibine, пойло, алкоголь, не очень хорошего качества, aux sous-off, младшим офицерам, aux sous-officiers. Il vend de la bibine aux sous-off. Ça fait très russe et c'est très drôle. Donc ça marche très bien. Vous avez également dans ce nouveau Astérix c'est le Griffon, et c'est pour ça que je dis que nous sommes en Russie dans ce livre, vous avez des personnages qui ont des noms en in, comme beaucoup de noms russes fabriqués, Gasturbine, Gastachupine, Garozépine, Kolonarine, et il y a même un chloroquine. Помните, был гидрохлорокин, когда мы все болели ковидом, было такое лекарство. Donc, il y a une chloroquine parmi les personnages. Alors ça, c'est les noms de famille, les noms de personnages. Donc, on a apporté du russe, de l'image du russe avec les personnages. On utilise bien sûr des toponymes, des noms de lieux. Vous le voyez ici, il y a des noms de lieux tout à fait classiques, Moscou, Petrograd, Saint-Pétersbourg, Leningrad, la Tchétchénie, Stalingrad, tout ça c'est très bien. Ce sont des noms corrects qui existent, d'accord? Mais vous avez aussi des noms oui là c'est Saint-Pétersbourg, c'est très beau, j'aime beaucoup ce livre. Vous avez aussi des noms qui ont quelques petits soucis. Par exemple, celui-là, il a été dans un orphelinat à Koshkoma. Il n'y a pas de ville Koshkoma en Russie. Lui, son père était dans la ville de Zigursk en Sibérie. Il n'y a pas de ville Zigursk en Sibérie. Celui-ci était à Novizhanka, Yakoutsk, c'est pas terrible. Et moi qui habite à Novosibirsk et qui habite à Akademgorodok à Novosibirsk, j'aime beaucoup savoir qu'en fait, je n'habite pas à Akademgorodok, mais à Agadamgorodok. Vous voyez ici, Agadamgorodok. Là aussi, c'est assez bizarre de s'imaginer pourquoi est-ce que les auteurs de bande dessinée n'ont pas vérifié le nom ce ne sont pas du tout des livres comiques ici. Ce sont des livres très sérieux, des aventures. Tout le reste est très bien fait. Il n'y a pas de détails ratés, stupides. Et le nom des personnages et le nom des villes est vraiment très curieux. Parfois, pas toujours, bien sûr, mais il y en a quand même pas mal qui sont curieux. Alors, bien sûr, pour rajouter du russe, de l'image de la Russie dans les albums, on va mettre du cyrillique, sans traduction bien sûr, mais ça fait partie du décor. Vous avez par exemple, donc ça on ne voit pas, mais c'est Observatoria Mirny, Stop-Kran, Участковый пункт милиции, tout cela est tout à fait correct. Et puis vous avez même des graffitis, Beria Durak. Je ne suis pas sûre que à l'époque on écrivait Beria Durak même dans un tunnel très secret. Donc vous avez ici ces choses-là et Smert Palacham NKVD. Voilà, vous avez Beria Durak et Smert Palacham NKVD, donc en russe. Ce sont des allusions pour
une très petite portion de lecteurs qui sont capables de le lire. C'est vraiment juste pour ces lecteurs-là. Les autres ne peuvent pas le comprendre. Parfois, il y a des erreurs. Les auteurs n'ont pas véritablement vérifié. Alors, vous avez Dvariep Angelov, l'oublié, Gorbi ad Olesa et non Adessa, c'est un L qui est dessiné, ce n'est pas un D. Gastinitsa avec 2 N. Donc ça, on peut trouver un assez grand nombre d'erreurs, de fautes d'orthographe dans les inscriptions, dans les cases des bandes dessinées. Moi, je trouve beaucoup plus drôle quand il y a les onomatopées en cyrillique. Pourquoi est-ce que c'est bizarre? Parce que vous voyez, les onomatopées, ce sont des sons. Et le pistolet de ce personnage, il fait le même son que le pistolet d'un autre cow-boy. Mais comme ce personnage est russe, son pistolet fait pan, P-A-N en russe, et non pas pan, P-A-N en français. Et dans cette bande dessinée qui est tout à fait récente, elle est sortie l'année dernière, vous voyez beaucoup d'onomatopées. Le lecteur français ne peut pas les lire, mais il peut deviner ce qui se passe parce que les onomatopées ont un code assez classique et il peut imaginer que le bruit d'une mitraillette, c'est le bruit d'une mitraillette, ça ne change pas d'un pays à l'autre, d'accord? Donc je pense que ce n'est pas choquant, mais ça donne une image russe dans la page. Parfois même, il y a du cyrillique dans le titre, et le titre, du coup, est illisible. Le français, vous avez tout de suite lu Mamantava, mais le français ne peut pas lire Mamantava. Il va lire Mamor Tobo. Et dans les catalogues, cette bande dessinée est écrite Mamor Tobo, parce que un français ne peut pas lire Mamantava dans cette indication-là. D'accord? C'est assez surprenant. Il n'y en a pas beaucoup, il y a 2 ou 3 exemples comme ça. Un grand classique sur les couvertures, pour montrer que c'est un album sur la Russie, c'est pas d'utiliser l'alphabet cyrillique, mais d'utiliser une imitation du cyrillique. Donc l'imitation du cyrillique, c'est quand vous prenez des lettres de cyrillique, vous les mettez à la place des lettres françaises, par exemple le F à la place du O, ou alors vous utilisez des lettres françaises que vous retournez et vous avez une lettre cyrillique. Par exemple, ici, vous avez Eden Killer, le E et le N sont retournés. Urso, le T remplace un U et le R est retourné. Donc, il faut le lire comme un R, mais il est dessiné comme un Ya. Et la même chose ici pour Karalovski, c'est assez difficile de lire ce nom avec ces lettres bizarres qui font penser à du cyrillique. C'est assez fréquent dans les titres de bande dessinée. Soit ce sont les titres qui sont présentés comme ça, soit ce sont les noms des auteurs, ou les deux éventuellement. Et pour terminer, je vais vous expliquer comment est-ce que les personnages, les auteurs de bande dessinée montrent comment est-ce que les personnages de bande dessinée communiquent entre eux. Alors, c'est assez étonnant parce que, en fait, moi, j'ai commencé à me poser la question il y a 2 ans à peu près, et je me suis aperçue que personne n'y avait pensé, et que quand les lecteurs lisent les bandes dessinées, ils ne se posent pas la question, et comment est-ce qu'ils font pour se comprendre? Et en fait, dans beaucoup de situations, ça ne marche pas. Les personnages ne peuvent pas se comprendre en réalité, mais la bande dessinée est dessinée, les personnages parlent, discutent, dialoguent, et il n'y a pas de souci. C'est une fiction et c'est une simplification de la situation qui montre quelque chose d'assez étonnant. Ici, vous avez, ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai trouvé cette représentation, cette bande dessinée, et c'est exactement ce qui se passe quand il n'y a pas
de communication entre les personnages. Donc, ce petit personnage avec le visage blanc, c'est un tambour. Vous voyez le titre de la bande dessinée, c'est le tambour de la Moskova. Un tambour, c'est-à-dire celui qui joue du tambour. On est baraban chic. Hein. Mais dans l'armée, ça s'appelle un tambour. L'instrument et la personne qui joue du tambour. Donc, ce personnage, ce jeune homme est tambour dans l'armée de Napoléon pendant la campagne de Napoléon, et il ne comprend absolument pas ce que disent les Russes. Et pour lui, quand les Russes parlent, ça fait blablabla, blablabla, blablabla. Il ne comprend pas. Et c'est pour ça que c'est représenté comme cela. Et je crois que c'est une très très bonne idée, mais c'est la seule fois que j'ai vu, c'est vraiment la seule bande dessinée que j'ai vue comme ça. C'est une très bonne idée et ça nous montre, vous savez peut-être, qu'est-ce que ce sont, qui sont les barbares. Les barbares, en langue européenne, on appelle barbare, c'est un mot grec, barbare, d'accord? Ce sont les Grecs anciens de l'Antiquité qui désignaient comme ça toutes les personnes qui ne parlent pas grec. Parce que quand vous les entendez parler, vous allez entendre on ne comprend rien du tout et on dit ah ben c'est des gens qui parlent comme ça, c'est des barbares. C'est des personnes qui parlent barbare. Et là, nous avons exactement une représentation de barbares ou de blablateurs, d'accord, qui parlent une langue terrible. Mais la plupart du temps, les bandes dessinées représentent une autre situation qui n'est pas celle des barbares grecs. Donc, c'est une exception. Un autre exemple, là aussi très récent, de non-intercommunication, c'est une très belle bande dessinée qui est sortie l'année dernière et c'est ce que l'on appelle vraiment un roman graphique. Il y a 160 ou 200 pages, je ne me souviens plus, c'est vraiment un très gros livre. C'est à l'origine un livre en italien, vous voyez ici la version italienne et maintenant vous voyez la version française, j'ai les deux, qui parle de trois personnages, enfin de deux personnages et puis d'autres, un soldat allemand, un soldat italien pendant la Deuxième Guerre mondiale qui se sont échappés d'un camp de prisonniers. Et échappés d'un camp de prisonniers, ils rencontrent des personnages russophones, ils sont dans le nord de la Russie, en Carélie, ils rencontrent des personnages russophones et là, le génie de l'auteur de cette bande dessinée, c'est qu'il montre la situation entièrement réaliste. C'est-à-dire que chacun des personnages parle dans sa langue. Donc nous avons le personnage italien, je remonte sur l'italien, le personnage italien parle italien, le personnage allemand parle allemand, et les personnages russes parlent russe, en translittération, я не понимаю, я отвезу вас домой, бабушка никогда не отказывает в тарелке бульона только тому, кто нуждается. Et il n'y a pas d'intercommunication ni d'intercompréhension entre les personnages. On sait seulement que le personnage italien connaît quelques mots de russe et le personnage allemand connaît quelques mots d'italien. Donc, ils peuvent un peu se comprendre, mais c'est le maximum. C'est tout ce qui se passe. C'est extrêmement très, très réaliste. Mais c'est extrêmement récent. Toutes les bandes dessinées classiques, au contraire, ne parlent pas du tout de cette situation et ne présentent pas du tout cette absence d'intercommunication. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous avez des situations simples quand vous avez des personnages qui parlent la même langue, n'importe où. Par exemple, en Russie, vous avez des Français, des francophones, qui parlent entre eux. C'est normal, le texte est écrit en français. Là, ces Français sont à Saint-Pétersbourg, ceux-là sont dans la région de Oriol, puisque ce sont des pilotes de l'escadrille Normandie-Niemen, mais ce sont des Français, et entre eux, ils parlent français, il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi des Russes qui parlent entre eux, rien que des Russes, il n'y a que des Russes dans toute la bande dessinée, bien sûr que ces Russes-là parlent
français. Il parle russe en réalité, mais nous voyons le texte en français et il n'y a pas de problème d'intercompréhension puisqu'ils parlent tous la même langue. Et cela peut être n'importe quelle autre situation. Là également, vous avez des Russes qui parlent entre eux. Ils ne sont pas en Russie, ils sont en Écosse, comme vous voyez, le livre s'appelle Scotland. Ils sont en Écosse, mais ce sont des Russes et entre autres, entre eux, bien sûr, ils parlent russe, pas de problème. Parfois même, nous avons des personnages qui parlent entre eux. On peut penser que ce ne sont pas, qu'ils ne parlent pas russe. Ils sont présentés comme des personnages russes, mais peut-être qu'ils parlent une autre langue. Par exemple, Nestor Makhno, il est en France avec sa femme et sa fille. Ils parlent ensemble, et je pense qu'ils parlent pas français, mais ils parlent probablement entre eux ukrainien et non pas russe. Ce n'est jamais explicité, ce n'est jamais précisé. On ne sait jamais en quelle langue les personnages parlent entre eux. Les auteurs de bandes dessinées ne nous le disent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un contact de langue entre les personnes? Là, ici, vous avez une jeune femme qui est de langue russe et un jeune homme qui est de langue il est de langue française. Enfin, ça se passe en France, donc il est de langue française, mais on voit que la jeune fille a un accent, il reconnaît son accent, elle parle pas très bien, Moscou, mais vous beaucoup curieux, je voyageais beaucoup, très excellent pour apprendre langue, donc son français n'est pas très correct. Et puis, il y a aussi des francophones parmi les russophones. Ça, c'est une bande dessinée très amusante qui s'appelle Le Goulag. Il y a 17 tomes. C'est une bande dessinée humoristique très particulière dans laquelle le personnage de Crampon, qui est le personnage principal, parle un français parfait et les personnages russes parlent un français très bizarre qui est inventé par l'auteur de cette série. Dans d'autres situations, on mélange un petit peu tous les genres. Ici, vous êtes à Grozny. Cette personne, elle est hispanophone, elle est de Colombie. Lui, il est tchétchène et il parle peut-être ou bien russe ou bien tchétchène. Vous avez des emprunts aux Russes, Spetsnaz, et vous avez aussi des emprunts à l'espagnol, que guapo hombre, qui montrent que cette jeune femme parle peut-être anglais, peut-être autre chose, avec des emprunts à l'espagnol. Et parfois, il y a plusieurs langues qui sont mêlées, puisque ici, vous avez là encore un allemand, un russe et un français, une yakoute et tout le monde qui va ensemble. Moi, je veux bien laisser rentrer quelqu'un, ça, c'est pas un problème. Donc, nous allons voir deux cas de figure particuliers. C'est comment est-ce que les auteurs de bande dessinée montrent que les personnages parlent en russe ou qu'ils parlent en français. Alors, s'il s'agit de parler en russe, nous avons plusieurs possibilités. La première possibilité, elle est ici. Le personnage parle, les mots du personnage sont écrits en français, mais ils sont indiqués par des crochets. Vous voyez ici, ça, ce sont des personnes qui... Ce personnage parle en réalité en russe, mais ses paroles sont écrites, sont marquées par des crochets. C'est une solution assez rare. Bien sûr, on peut utiliser le cyrillique. Le cyrillique est utilisé pour montrer que la personne parle russe. Le cyrillique peut être traduit, peut être exact ou avec des erreurs. Vous avez par exemple, je doute très fortement que les bandits attaqués par d'autres bandits vont dire « Будьте готовы к отпору ».
ну, что-то типа «приготовьтесь» или что-нибудь такое, mais «будьте готовы к отпору», ça me paraît très bizarre. Et vous avez ici «звеня», vous avez «хрунь», vous avez un «сукнсн» avec le «n» retourné. Il y a des problèmes dans la correction de cette langue russe. Ce russe n'est pas toujours traduit, il peut être traduit, mais il n'est pas toujours traduit. Donc ici, il est traduit. Là, il n'est pas traduit. Ici, il est traduit d'une façon très bizarre. Là, il n'est pas traduit du tout, mais on comprend qu'est-ce qui s'est passé. Le terroriste n'a pas réussi à faire exploser la personne qu'il voulait assassiner. Il y a parfois même des choses très amusantes, comme les lettres cyrilliques qui sont utilisées non pas pour représenter des mots russes, mais pour représenter des mots français. Vous voyez ici ces personnages qui chantent, on voit que c'est de la chanson, « Toi, ma petite folie », ce sont des mots français. Là encore, il va y avoir, je sais pas moi, quelques centaines de lecteurs ou peut-être un millier de lecteurs qui auront vu cette blague de l'auteur sur cette page. Dans l'album Spirou et Fantasio à Moscou, les auteurs ont utilisé une solution très curieuse et je pense peut-être, je n'ai pas la possibilité de le savoir, mais je pense peut-être qu'ils n'ont pas trouvé de possibilité ils n'ont pas trouvé la possibilité d'avoir du texte en russe avec des auteurs en russe. Donc, ils ont pris simplement des morceaux de texte et ils les ont coupés, collés et traduits complètement différemment. Vous voyez ici, par exemple, «Прошедшем ли союзного студенчества социалистического», et c'est traduit, ouf, il est toujours là. Aucun rapport, évidemment. D'accord? C'est juste pour faire russe dans le texte. Vous avez ici Верховье памятник Доме культуры музей. Et c'est traduit par zut, ce coup-là, il est bon pour le Poupkingrad. Rien à voir avec le texte russe. Le texte russe, donc les auteurs peuvent nous montrer que les personnages parlent russe. Le texte peut être montré avec une traduction en bas de page. Vous avez, par exemple, avec en translittération, par exemple, ici, vous avez «С меня хватит, скажи этой капиталистической свинье, что ему будет заплачено столько, как он хочет». Et vous avez la traduction en bas de page ici. Là, vous avez «Прощай, любовь моя». Adieu mon amour, tout cela est traduit, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans cette suite de cases, le personnage dit une réplique, «Один черт мы заплатим этим дуракам американцам, обесценившимися рублями ха-ха», et il s'en va, la page se termine, et dans la page suivante, donc la semaine suivante, puisque les histoires de bande dessinée sont présentées dans les journaux semaine après semaine, un autre personnage va traduire ce qu'a dit ce personnage russe peu sympathique. Alors, il peut y avoir des emprunts, énormément de vodka, des nazdrovie assez bizarres, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ne sont pas capables de dire nazdarovie normalement, beaucoup de personnages disent nazdrovie, énormément, très souvent. Les emprunts peuvent être accompagnés de traductions ou pas. Voilà les mots les plus courants que l'on trouve dans les bandes dessinées, da, niet, tsar, soviet, taïga, samovar, spetsnaz, très souvent. Goulag, rouble, kapik, etc. Matrioshka qui est avec une explication en bas de page. Donc, ce sont des mots qui montrent que le personnage parle russe. Et à l'inverse, nous avons parfois, mais pas beaucoup, des personnages francophones ou anglophones qui parlent russe. Alors là, c'est pareil, on peut avoir beaucoup de cas de figure, mais comme c'est très rare, nous n'en avons pas beaucoup en réalité. Celui-ci a beaucoup de mal à se faire comprendre par le taxi.
à l'ambassade de Francuski Posolstvom, bon, il arrive à dire quelque chose. Celui-là, par contre, c'est un anglais, il sait le russe, donc le texte qui est présenté est tout à fait correct parce qu'on sait que ce personnage est russophone. Et pour terminer, quelle est la situation inverse comment est-ce que les auteurs montrent que le personnage russe parle français? Donc, que ce n'est pas en russe que ce personnage s'exprime. Alors, parfois, c'est dit, c'est très rare, mais parfois, il y a dans le texte une indication qui dit oh, « Vous parlez français général, quelle bonne surprise, cela devrait faciliter les échanges. » Donc, ce général parle français. Magnifique. Donc, l'échange est en français, tout est compréhensible, on comprend comment est-ce qu'ils font pour discuter. Souvent, le personnage russe parle avec des erreurs. Alors ici, c'est assez amusant puisqu'il parle avec des erreurs. Ce personnage parle tantôt complètement correctement, tantôt avec des erreurs, mais c'est parce qu'il veut cacher son identité. Donc ici, il a Dada, moi guide pour grand commandant, camarade commandant veut aller dans cité Baba Yaga, mais où est grande armée? Donc il y a des erreurs, ce sont des erreurs très classiques, les verbes ne sont pas conjugués, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de préposition, c'est une situation classique. Et le plus intéressant dans ce cas, c'est justement la série dont je parlais tout à l'heure, la série Le Goulag, dans laquelle l'auteur, qui se donne comme pseudonyme Dimitri, et qui en réalité s'appelle Guy Mouminou, a inventé entièrement une langue particulière pour les personnages russes quand ils parlent français. Et j'ai essayé d'étudier cette langue qu'il a proposée. Il y a beaucoup de choses très particulières qui, par exemple ici, l'a été long à venir, là à la place de il a. Maintenant, les fini la neige, c'est fini la neige. Il y a tout un certain nombre de particularité dans cette langue que propose Dimitri. Par exemple, Bolgemoy à la place de Bogemoy, c'est tout à fait curieux. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Dimitri, donc Guy Mouminou lui-même, a été soldat de l'armée allemande parce qu'il était français dans des territoires occupés et il a fait la Deuxième Guerre mondiale sur le territoire de la Russie. Donc, pendant sa jeunesse, il a été en contact avec la langue russe, donc il connaît un certain nombre de mots russes et il peut les reproduire dans cette langue qu'il nous propose. Alors, on peut utiliser pour montrer que le personnage parle français le cyrillique, l'imitation du cyrillique qui va nous permettre d'imiter l'accent. L'accent, par exemple, ici vous avez ha 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 ho ho, nous autres Russes aimer humour. Vous avez le R qui est retourné, qui nous montre que et ce personnage nous explique que il roule les R parce que c'est un accent russe et c'est pour ça que les R sont retournés. D'autres variantes pour montrer l'accent russe, c'est multiplier les R. Vous avez ici 3 R. Et par exemple, dans le mot extraterrestre, vous avez 9 lettres R dans le mot. D'accord? Ici, la même chose, revolver, 2 fois le R qui est répété, qui permet de montrer que cette personne parle avec un accent russe. Et pour conclure, je dois donc dire que pour l'instant, j'ai analysé tous les livres que j'ai actuellement en ma possession. J'ai constaté que c'était très rare que le russe, que le contact de langue soit évoqué, que l'on
parle du problème de la barrière linguistique et que faire s'il y a une barrière linguistique. Par exemple, ici, c'est tout à fait exceptionnel de voir que tout d'un coup, le personnage se pose la question, c'est un détective privé, il va traiter avec les personnages russes sur un bateau où il n'y a que des Russes, les Russes parlent russe en cyrillique, et lui dit, au fait, est-ce que quelqu'un d'entre vous parle russe? C'est seulement maintenant qu'il y pense, et comment il va faire pour discuter avec les personnages, on ne sait pas. En fait, ils vont s'arranger parce que d'autres personnages parlent japonais et le contact des langues va passer par le japonais. Ici, vous avez aussi je ne comprends pas le russe et l'autre personnage dit bon bah à ce moment-là on va passer à l'anglais puisque vous ne comprenez pas le russe. Mais c'est très très rare. Généralement, cette situation est complètement oubliée, complètement passée sous silence. Par exemple, ici, dans un livre tout à fait récent qui est sorti en 2023 et qui est aussi un épisode de Black et Mortimer, vous avez ce personnage qui s'appelle Ulrich, dont on ne sait pas très bien d'où est-ce qu'il est, mais il est probablement hongrois, Vengre. Ce personnage qui est anglais, ce personnage qui est allemand, et cette dame qui est russe. Nous sommes dans un laboratoire secret sur le territoire de la Russie et à aucun moment on ne nous dit en quelle langue ces personnages parlent entre eux. En quelle langue Ulrich parle au professeur allemand, en quelle heure le professeur allemand donne des ordres au docteur russe, comment il parle avec le journaliste, non, le savant anglais, on ne sait pas. Il y a beaucoup de tomes de cette bande dessinée et jamais la question des dialogues des langues n'est posée. Même chez Tintin, qui est le grand classique de la bande dessinée française, suivant les pages dans le même album, on a l'impression que Tintin ne comprend pas le russe. Quoi? Не понимает, о чем речь, да? А ему говорят по-русски кириллице, идите за мной. Il comprend le russe. On le voit qui répond tout à fait hors de combat, совсем в отлучке. Et il reprend, hors de combat, eh bien nous allons voir ce que nous allons voir. Donc il a entendu ce que dit le personnage et il a compris ce que dit le personnage. Il parle russe à des personnages russes. Donc par exemple ce paysan russe, il lui parle, il se fait comprendre. Et l'autre ne se dit pas, mais qu'est-ce que c'est que cet étranger qui me parle? Il ne se pose pas de questions. Il arrive même à se faire passer pour un pilote et voler un avion. On regarde, l'avion est-il prêt, camarade? Oui, camarade Robertine. Ils ne m'ont pas reconnu, tout va bien. Donc, il parle si bien russe qu'on ne s'aperçoit même pas qu'il n'est pas russe. Donc, c'est très curieux de constater ces choses-là et il faut donc s'imaginer que dans les bandes dessinées classiques, la question de la langue ne se posait pas. On la pose maintenant un peu mieux, on essaye de la représenter un peu mieux, mais dans les bandes dessinées classiques, ce n'était pas le cas. Alors, pour terminer, je vais vous expliquer ce sur quoi je vais travailler. Je continue à travailler. Donc, d'une part, pour ce qui est de la représentation de la Russie sur les différentes époques, plus précisément époque par époque, ou suivant la date de publication, pour voir s'il y a une évolution. Je voudrais analyser les thèmes récurrents de la bande dessinée russe. Et puis, pour l'aspect linguistique, je suis actuellement en train de travailler sur les noms des personnages, parce que vous avez vu qu'il y avait quelques problèmes sur les noms des personnages, sur les emprunts, les mots qui passent dans la bande dessinée russe. Je ne les ai pas tous relevés, loin de là. Et puis, un petit thème très amusant, c'est d'essayer de comprendre
comment est-ce que les personnages expriment leurs émotions et surtout leurs émotions négatives, comme quoi ils jurent, parce que l'on trouve des expressions très bizarres, Klinus Barotka Lénine, par la barbe de Lénine, pourquoi? Et c'est assez fréquent. Donc, j'ai relevé un assez grand nombre d'expressions de ce genre et je pense que c'est intéressant de faire une petite étude sur cette pratique des auteurs de bande dessinée francophones. Je vous remercie de votre attention. Vous n'étiez pas beaucoup, mais j'espère que ça a été intéressant pour ceux qui ont écouté. Si vous avez des questions, je suis tout à fait à votre disposition pour y répondre.